cas dans les communes du Sud, comme Woluwe et Uccle. Autrement dit, le risque est 50% plus élevé. Alors, cette inégalité se traduit aussi dans la survie. Pour les cancers diagnostiqués entre 2012 et 2016, le taux de survie net à 5 ans atteignait 32% dans le Sud, mais seulement 25% dans l'ouest de Bruxelles. Ces écarts montrent combien les conditions sociales, environnementales et territoriales influencent directement la santé des Bruxellois et Bruxelloises. Alors pour les engagés, il est important de pouvoir défendre une politique de santé publique fondée sur la justice sociale et la prévention. La stabilité des chiffres globaux à Bruxelles ne doit pas masquer l'injustice profonde qui persiste entre quartiers riches et quartiers plus précaires. Réduire cette inégalité de santé est une responsabilité politique qui implique d'agir à la fois sur la prévention, l'environnement et sur l'accès au dépistage. Alors Monsieur le Ministre, c'est dans ce cadre que je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous préciser quelles sont aujourd'hui les données les plus récentes sur l'incidence du cancer du poumon à Bruxelles et comment elles sont ventilées en fonction du sexe, de l'âge et du statut socio-économique? Quelles campagnes de prévention spécifiques ont été menées dans les quartiers plus exposés, en particulier auprès des femmes et ou des jeunes, et aussi des lieux où le tabagisme reste préoccupant? Avez-vous envisagé de pouvoir rejoindre des initiatives de dépistage innovantes comme le projet Wallon Alcove sur le nez artificiel ou d'expérimenter un dépistage ciblé pour les populations à haut risque? Quelles mesures ont été prises d'une part pour coordonner l'action de la COCOM et de la région et d'autre part pour associer pleinement les acteurs de terrain afin de pouvoir construire une stratégie cohérente et équitable de prévention et de dépistage? En vous remerciant pour les éléments de réponse que vous pourrez me fournir. Merci Madame Kazadi. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, merci Madame Kazadi. La Fondation Registre du cancer collecte les informations sur les différents cancers. Pour le cancer du poumon, 648 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023, soit 52,2 cas par 100 000 habitants. Parmi les femmes, 266 cas ont été diagnostiqués, soit 42 cas pour 100 000 habitants. Et pour les hommes, il s'agit de 382 cas, soit 62,8 cas par 100 000 habitants. Le plus jeune cas en 2023 a entre 25 et 29 ans. L'incidence augmente avec l'âge jusqu'à 70-74 où elle atteint 132 personnes ou un taux brut d'incidence de 344,9 cas par 100 000 personnes. La Fondation ne met pas à disposition des chiffres sur le statut socio-économique des personnes. La publication sur les communes de l'Observatoire de la santé et du social présente les taux bruts et standardisés d'incidence du cancer du poumon par commune pour les années 16-19. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement un écart d'incidence significatif entre les communes pour la période 16-19. Vous y avez fait référence. Pour les femmes, le taux d'incidence standardisé selon la population européenne de 2013 va de 39,1 cas pour 100 000 habitants à Saint-Gilles à 72,1 cas pour 100 000 habitants à Koekelberg. Donc c'est pour les femmes, ce sont donc des habitantes. Pour les hommes, le taux d'incidence standardisé selon la population européenne de 2013 va de 57,6 cas par 100 000 à Woluwe-Saint-Pierre à 159,6 cas par 100 000 à Saint-Gilles. C'est donc l'inverse. Concernant les campagnes de prévention spécifiques sur le cancer du poumon, Vivalis soutient les opérateurs comme la Fondation contre le cancer ou le FARES, qui luttent contre le tabagisme, première cause du cancer du poumon. On mène des campagnes à ce sujet dans le cadre notamment du plan tabac et de la campagne Génération sans tabac. Des subsides sont notamment alloués au dispositif Tabac Stop et Vivalis est aussi responsable de la politique de remboursement des consultations de tabacologues agréés. La COCOM finance le plan bruxellois de prévention et de gestion du tabagisme VAP 2019-2030. Et 4 objectifs: contribuer à prévenir l'initiation tabagique et la VAP chez les jeunes de 11 à 24 ans par du travail de communication et de travail en réseau. Contribuer à accroître d'au moins 2% la cessation tabagique chez les adultes et les jeunes, gestion du tabagisme, aide au sevrage tabagique. Contribuer à diminuer l'exposition des fumeurs et des non-fumeurs à la fumée du tabac et de la vape. Et puis enfin, piloter, évaluer, renforcer le plan bruxellois de prévention et de gestion du tabagisme et de la vape, consortium de pilotage, monitoring, évaluation des actions, surveillance épidémiologique. Sur les mesures de coordination des actions de la COCOM en santé et de la région, il y a des liens évidents, évidemment, en santé, environnement, concernant le cancer du poumon et les problèmes
liées à la santé sur la qualité de l'air. Il y a évidemment, vous le savez, une politique de réduction des polluants de l'air, notamment via la zone de basse émission. Madame Casadi, pour votre réplique. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les éléments de réponse qui m'ont été donnés. J'ai juste pas une réponse à l'une des questions concernant les initiatives wallonnes, de savoir en fait s'il était envisagé de alcôve, etc. Il reste 1 minute 40 pour cela. Mais donc voilà, j'ai juste pas eu la réponse à l'une de mes questions. Sinon, pour le reste, il aurait peut-être été intéressant, à côté du fait parce que quand on parle du cancer du poumon, on parle beaucoup souvent de tabac. Et je trouve qu'il y a une sensibilisation qui doit aussi être faite auprès des citoyens et citoyennes sur le fait que le cancer du poumon, on ne l'a pas seulement à travers le tabac, et donc de sensibiliser aux bonnes pratiques, à l'importance de pouvoir se dépister, parce que ce n'est pas l'un des cancers pour lequel on initie forcément des dynamiques de dépistage, donc de sensibiliser à ce niveau-là. Voilà, en attendant, si je peux avoir ma réponse, ce serait top. Si pas, ben, je la reposerai, et puis c'est pas grave. Sur les campagnes de prévention spécifiques dans les quartiers, il y a du travail qui est effectué via les 21 CPPS, enfin, les 21 équivalents temps plein CPPS qui sont payés dans les bassins. Ce sont donc des charges de prévention, c'est des politiques post-Covid qui ont été pérennisées et inscrites dans les bassins. Ils mènent notamment des politiques de prévention en lien avec les acteurs locaux des différents bassins. Madame Casadi, nous continuons avec vous, avec une prochaine question orale concernant l'arrêt du dépistage du cancer du sein après 69 ans. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, à Bruxelles, la participation au dépistage est extrêmement faible. 8,6% seulement, alors c'est plus qu'en Wallonie, qui n'atteint que 4,3%, mais 6 fois moins qu'en Flandre. Ce contraste est d'autant plus frappant que notre région concentre certaines des institutions médicales les plus reconnues du pays. Après 69 ans, on constate également qu'il n'y a plus rien qui est mis en place pour sensibiliser au dépistage. Plus d'invitations, plus de courriers, aucune relance. Pourtant, la réalité est claire. Aujourd'hui, 1 femme sur 3 est diagnostiquée après 70 ans et de nombreuses femmes âgées pensent à tort que le risque diminue après 70 ans. Or, la réalité est inverse. Les cancers sont souvent détectés plus tardivement, avec des stades plus avancés et un pronostic moins favorable. Alors, pour les engagés, la prévention doit rester un pilier de la santé publique et s'adapter à l'évolution démographique. Dans une société où l'espérance de vie en bonne santé progresse, fixer une limite arbitraire à 69 ans ne correspond plus aux réalités médicales ni sociales. Il est donc essentiel de rouvrir le débat sur l'âge limite du dépistage organisé et de réfléchir à des solutions équitables pour les femmes de plus de 70 ans. Il en va ici d'une question d'équité et de santé publique. Le cancer du sein ne s'arrête pas avec l'âge et nos politiques de prévention ne peuvent se permettre d'ignorer un tiers des diagnostics. Alors, Monsieur le Ministre, c'est dans ce cadre que je souhaiterais vous poser les questions suivantes, et dans le cadre de vos compétences. Quelles explications votre gouvernement donne-t-il au fait que la région de Bruxelles-Capitale reste à la traîne en matière de participation au dépistage du cancer du sein, si l'on compare cela à la Flandre? Quelles mesures spécifiques sont mises en place pour améliorer l'information et l'accès des Bruxelloises, en particulier dans les quartiers les plus vulnérables et pour les populations de plus de 70 ans? Avez-vous déjà engagé une réflexion pour prolonger l'envoi automatique des invitations au dépistage au-delà de 69 ans, par exemple, jusqu'à 74 ou 75 ans, conformément aux recommandations européennes? Pour la région bruxelloise, avez-vous des chiffres plus précis sur le sujet? Combien de femmes découvrent un cancer du sein après 69 ans et surtout, à quel stade? Si on élargit le dépistage organisé, combien cela éventuellement pourrait coûter concrètement d'aller jusqu'à 75 ans? En vous remerciant pour les réponses que vous pourrez me fournir. Merci bien, Madame Casadi. Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Casadi. Sur base des données disponibles, on observe que 80,3% des femmes ont déjà participé au moins une fois dans leur vie à un dépistage organisé par les pouvoirs publics ou un dépistage dit opportuniste, par elles-mêmes.
Si le pourcentage de femmes qui participent au dépistage organisé est relativement bas, entre 8 et 10% des femmes chaque année, c'est entre autres parce que les gynécologues ne suivent pas les recommandations européennes et préfèrent orienter les femmes vers un dépistage opportuniste avant 50 ans, même sans antécédents. Ça entraîne le fait que ces femmes continuent à se faire dépister de manière opportuniste tout au long de leur vie, sans prendre part au dépistage qui est organisé par Buprev. C'est au total 36,3% des femmes qui ont été dépistées par cette voie. Si on additionne les deux manières de se faire dépister, on a un total de 45% des femmes qui ont bénéficié d'un dépistage du cancer du sein en 2023, donc sur un an. Les freins au dépistage organisé sont de plusieurs ordres. Je l'ai dit, les gynés francophones ne font pas tous la promotion du dépistage organisé. Évidemment, il y a des freins liés à la compréhension des courriers reçus, etc., de la part de l'administration, parce qu'on est tenu à la loi sur l'emploi des langues, et on a une grande partie de destinataires qui ne lisent pas le français et ou le néerlandais. La gratuité du dépistage n'est pas toujours bien comprise. Parfois, des gens peuvent penser, ou des femmes, qu'elles vont payer, alors qu'en fait, non. Les services de mammographie ne sont pas tous aussi facilement accessibles. Les horaires proposés ne correspondent pas tous aux possibilités des bénéficiaires. Dire aussi que les Bruxellois, et les Bruxelloises en l'occurrence, déménagent beaucoup, habitent aussi dans des immeubles où les boîtes aux lettres ne sont pas individualisées. Il arrive donc un certain nombre de courriers se perdent ou ne suivent pas ou n'atteignent pas leur destinataire. Je parle des courriers d'invitation envoyés par Buprev. Il est évident que des actions doivent être entreprises pour augmenter le taux de couverture à Bruxelles. La priorité actuelle de rénover le programme informatique et d'améliorer la sensibilisation à l'importance au dépistage concernant l'information et l'accès au programme. L'identification du public ne participant pas au dépistage est en cours, mais ça requiert du temps. Depuis 2023 déjà, les conseillers en santé des mutuelles, dans le cadre d'une politique que nous avons impulsée, appellent les femmes qui n'ont jamais participé au dépistage pour comprendre les raisons de leur non-participation. Pourtant qu'ils aient leur numéro de téléphone, mais en général, les mutuelles ont plus de voies d'accès que l'administration. Suite à cette analyse, des actions et sensibilisations adaptées au public sont actuellement envisagées, notamment avec toute la première ligne de soins. Je pense à Brussano et au bassin, mais aussi évidemment aux médecins généralistes, aux centres de planning et aux maisons médicales. Concernant l'âge du dépistage maintenant, votre deuxième question, hormis les femmes ayant déjà eu un cancer du sein et qui sont hors du protocole standard, les recommandations belges actuelles pour le dépistage du cancer du sein ne justifient pas un programme de dépistage organisé au-delà de 69 ans. Aucune action pour les plus de 70 ans n'est donc spécifiquement mise en place, mais par contre, les personnes peuvent évidemment continuer à se faire dépister de manière opportuniste, entre guillemets, par opposition à ce qui est organisé, mais ça n'en reste pas moins que c'est du dépistage. Il faut quand même rappeler que si un médecin généraliste ou un gynécologue estime qu'il y a besoin d'une mammographie au-delà de 69 ans et qu'il a besoin d'un bilan, etc., la mammographie diagnostique dans ce cadre-là est bien remboursée par l'INAMI. Donc il y a un remboursement et c'est donc un tarif, je dirais, accessible. Cette spécificité n'est pas que bruxelloise, puisqu'en fait les programmes wallons et flamands prennent en compte exactement la même tranche d'âge, 50 à 69 ans. Je n'ai pas eu d'écho en Sim Santé ou ailleurs des ministres flamands ou wallons de leur intention de modifier cette tranche d'âge qui en fait est en vigueur et qui est celle evidence-based au niveau international. C'est pour ça qu'elle est suivie. Ça pourrait évoluer avec l'augmentation de la durée de vie, peut-être un jour, mais pour le moment, c'est celle-là qui est en vigueur et qui est recommandée et qui est suivie par les 3 régions. Concernant les chiffres des femmes qui découvrent un cancer du sein après 69 ans, on n'a pas de données. Et en fait, on n'a pas de données pour les différents stades des cancers. Les données sont disponibles pour tous les âges et pour les 50-69, mais pas pour les femmes au-delà de 69, puisque le programme ne va pas au-delà et qu'on n'a pas à ce stade de système de centralisation de ces données. Voilà. Merci, je voyais que vous aviez déjà allumé votre micro. Je ne dois pas forcément intervenir, Madame Casadi, si on le fait de manière tellement efficace. Merci. Alors, merci, Monsieur le Ministre, pour les réponses qui m'ont
été données. Alors, 4 éléments. La première, ce que vous indiquez que les recommandations belges n'invitaient pas forcément à étendre le dépistage organisé, seulement les recommandations européennes, elles-ci. Les dernières recommandations européennes invitent à justement étendre cela jusqu'à potentiellement 75 ans. Autre chose, vous nous avez évoqué une série de freins, la question de la langue, la question notamment de l'accès aux courriers, les courriers qui se perdent, etc. Qu'est-ce qui a été fait concrètement sous cette législature pour lever ces freins qu'en fait vous êtes en train d'indiquer? Troisièmement, alors on nous parlait de l'aspect des médecins généralistes qui orientaient directement vers un dépistage, mais on sait qu'à Bruxelles, plus que dans les autres régions, une série de la population, notamment les quartiers les plus précaires, ont moins accès aux médecins. Et donc, quid par rapport à cela? Et enfin, on n'a pas les données de ce que, si j'ai bien compris, du pourcentage de personnes après 69 ans. Mais alors, c'est difficile d'objectiver le besoin de pouvoir l'étendre si on n'a pas les données. Donc, ici, c'est juste vous inviter à avoir cette réflexion pour élargir l'obtention des données à cette tranche d'âge afin qu'on puisse objectiver la nécessité ou pas de potentiellement s'orienter vers une extension du dépistage organisé jusqu'à, par exemple, 74 ou 75 ans. Voilà, merci. Merci, Madame Kazadi. Juste puisque le fédéral... Si vous voulez encore faire une observation pendant 30 secondes, vous pouvez. S'il y avait... le fédéral dispose de plus de données sur le cancer que nous, et donc s'ils veulent modifier la recommandation, évidemment qu'ils le fassent. Ça nous donnerait du grain à moudre pour passer de 70 à 75 ans, par exemple, ou de 69 à 74, enfin peu importe. Voilà, je constate juste qu'aucune des autres régions ne va dans cette direction pour le moment, et que l'État fédéral non plus. Donc ce n'est pas sur la table. Oui, en affaires courantes, sans budget, voilà, il y a des gouvernements de plein exercice, avec des ministres de la Santé en plein exercice, qui peuvent le faire, vraiment. Je ne le dis pas, voilà, et puis on avisera. Pour le moment, nous, on n'a pas de données ni de possibilité d'aller augmenter ça. Il n'y a rien qui, objectivement, nous pousse à le faire. Sur le fait de contacter, je vous ai dit, les conseillers en santé des mutuelles appellent les personnes qui n'ont pas participé au dépistage. Et puis, on est en train d'étudier avec l'admin des actions de sensibilisation spécifiques au public le plus éloigné du soin, notamment avec la première ligne de soins, Bruxelles, les médecins généralistes, les centres de planning et les maisons familiales. Et les maisons médicales, pardon. Ce qui clôture l'incident, Madame Asgoud, vous n'êtes pas souvent dans notre commission, vous êtes la bienvenue. Vous avez une question orale concernant l'état des lieux de la contraception masculine en Belgique. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors oui, merci de m'accueillir dans votre commission. Alors, bonjour Monsieur le Ministre. Depuis plusieurs années, la contraception masculine connaît un intérêt renouvelé, tant sur le plan de la recherche qu'au niveau sociétal. Actuellement, seules 2 méthodes officiellement reconnues sont disponibles pour les hommes en Belgique. Le préservatif, utilisé à 60% par les hommes concernés, et la vasectomie, dont le recours a doublé sur la dernière décennie, atteignant plus de 18 000 interventions en 2024. Pourtant, des méthodes innovantes commencent à émerger avec notamment le développement de la pilule contraceptive masculine non hormonale, comme la YCT 529, actuellement en phase avancée d'études cliniques et espérée sur le marché d'ici 2029. Parmi ces méthodes, on peut aussi citer la contraception thermique et les gels hormonaux. Toutefois, malgré ces progrès, l'offre pratique reste très limitée et les barrières de la démocratisation de ces options sont encore nombreuses. Manque de demande, freins culturels, manque d'information, investissement privé faible, information insuffisante auprès des publics concernés. Par ailleurs, entre 70 et 80% des femmes belges sont sous contraceptifs, contre seulement 34% des hommes, selon l'étude de Solidaris, avec parfois des conséquences physiques, financières et même psychologiques importantes. La charge mentale, comme la charge financière, continue donc de se reposer très majoritairement sur les femmes. Ces constats appellent à intensifier les politiques de sensibilisation et d'investissement dans la recherche, dans la perspective d'équité contraceptive et de responsabilité partagée. Dès lors, j'en viens à mes questions. Au regard de l'offre actuelle limitée à la vasectomie et au préservatif, la COCOM dispose-t-elle de données récentes sur le recours à ces 2 méthodes chez les hommes bruxellois ? Et observe-t-on une évolution des attitudes des jeunes vers les méthodes alternatives non homologuées, thermiques, gels hormonaux, par exemple? Quelles sont les actions concrètes menées dans les structures de première ligne,
Centre de planning familial, PMS, maison médicale, pour sensibiliser les jeunes hommes aux méthodes disponibles et aux limites actuelles de la contraception masculine. Quels sont les efforts engagés pour fournir une information accessible et actualisée sur les alternatives en développement? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci Madame Azgout. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Merci Madame la Présidente, merci Madame Azgout. Alors les rapports d'activité des centres de planning familial agréés par la COCOM ne contiennent pas de statistiques consolidées sur l'usage du préservatif ou le recours à la vasectomie à Bruxelles. Il met toutefois en évidence un certain nombre d'éléments qualitatifs. Le City Planning du CHU Saint-Pierre, lui, pratique régulièrement des stérilisations masculines et a instauré une consultation spécifique en santé sexuelle et reproductive masculine assurée par un médecin andrologue. Le centre Women Do met gratuitement à disposition des préservatifs et une documentation multilingue en matière de santé sexuelle accessible également aux hommes. Le centre Rosa, pour sa part, intègre la contraception masculine dans ses approches globales de prévention. Les données complémentaires issues du CHU Saint-Pierre permettent néanmoins d'apprécier un petit peu la situation à Bruxelles. On observe une augmentation continue du recours à la vasectomie. Pour 2023, c'était 135 interventions. Je n'ai pas encore de chiffres 2024, mais visiblement, la tendance se confirme à la hausse. Depuis peu, ces interventions sont réalisées en consultation, sous anesthésie locale, plutôt qu'en salle d'opération. Ce qui rend évidemment l'acte plus accessible, mais ceci dit, le délai d'attente est d'environ 2 mois. La majorité des demandes provient d'hommes ayant déjà des enfants. Et la vasectomie chez les hommes jeunes sans enfants reste assez marginale, mais il y a quand même eu une dizaine de cas sur 4 ans. En ce qui concerne la contraception thermique, le CHU Saint-Pierre suit depuis 2021 une cohorte de 107 patients, avec des résultats encourageants en termes de tolérance, de satisfaction et d'efficacité contraceptive. Plusieurs centres de planning bruxellois, notamment Jette, Saint-Gilles, Saint-Josse, organisent également des séances d'information et des animations sur cette méthode, ce qui témoigne d'un intérêt croissant, même s'il est évident que tous les hommes qui participent à ces informations ne poursuivent pas nécessairement ou n'adoptent pas nécessairement de manière effective ce type de contraception. La contraception hormonale masculine demeure pour sa part anecdotique. Aucun contraceptif n'a d'autorisation de mise sur le marché en Belgique. Donc à ce stade, en fait, la question ne se pose pas réellement. Concernant la sensibilisation, les centres de planning familial intègrent la contraception masculine dans leurs actions de prévention et d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, notamment via Evras. Par ailleurs, plusieurs centres bruxellois, comme à Jette, Saint-Gilles et Saint-Josse, organisent des soirées d'information et des animations. L'idée, voilà, c'est de répondre quand même à une demande croissante d'information et de sensibilisation sur ces méthodes de contraception masculine. Le CHU Saint-Pierre confirme que de nombreux jeunes adultes se renseignent eux aussi sur ce type de méthode, ce qui traduit une évolution progressive des attitudes et des mentalités. Ça peut aussi découler aussi du fait que tout simplement leurs partenaires leur disent voilà, je veux plus d'égalité dans la gestion de contraception dans le couple, et donc il n'est pas question que ce soit moi toute seule qui gère cette affaire, et donc voilà. Mais toujours est-il qu'effectivement on sent que les mentalités sont tout doucement en train de bouger et qu'il y a plus de crédit aujourd'hui sur la contraception masculine que ça n'était le cas avant. Merci bien, Madame Azgout. Est-ce que vous voulez intervenir davantage ? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les éléments que vous nous avez apportés. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des séances d'information qui se font au niveau des plannings familiales. Mais c'est vrai que la charge... La pilule contraceptive et l'IVG, même quand il a été partiellement dépénalisé en Belgique, mais ça a pu libérer la femme, et en tout cas de la charge mentale et de la charge de la procréation, hein, et de pouvoir disposer de son corps comme elle l'entendait, et de décider d'être mère ou pas. Aujourd'hui, cette responsabilité, c'est intéressant de voir qu'il y a plus de jeunes hommes qui s'y intéressent, mais c'est vrai que c'est une responsabilité qui doit pouvoir être partagée, et on ne doit pas attendre que ce soit les femmes qui disent aux hommes que ce serait bien que tu y penses aussi. Je pense qu'on a un devoir, et que vous avez ce devoir-là, de sensibiliser les hommes aussi à la responsabilité qu'ils ont dans la procréation, justement, et dans cette future parentalité, si elle est voulue, ou ces relations intimes qui sont
voilà, une responsabilité de 2 personnes et apprendre. Alors, c'est vrai qu'on parle d'une contraception qui arrivera en 2029, plutôt non hormonale et qui est à l'essai aujourd'hui, mais il y a toutes les autres encore. Donc, il n'y a pas que celle-là qui est à l'étude aujourd'hui. Il y a, on l'a dit, les gels hormonaux, la contraception thermique, le préservatif, voilà, toutes les sortes de contraception qui existent. Et on sait qu'aujourd'hui, la charge mentale est encore très portée par les femmes, et sans parler de la charge financière, le coût financier que ça engendre, et donc qui est encore porté très fort par les femmes. Et donc quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi par là que ça passe, et c'est aussi la co-responsabilité de la contraception qui peut justement aider à avoir une société plus égalitaire. Merci à vous. Voilà. Je suppose, Madame Azgout, que c'était plus un statement qu'une question et que je peux clôturer l'incident parce qu'il restait encore 10 secondes. Voilà. C'était enfin, een hartekreet, zeggen we in het Nederlands. Voilà, nous procédons à la prochaine question, qui est celle de Madame Vincel, concernant les dispositifs de prévention de l'ASBL Modus Vivendi. Madame Vincel, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lors du dernier festival de Dour, qui a accueilli 220 000 participants, l'ASBL Modus Vivendi était présente, comme à son habitude, pour mener certaines actions de prévention et de réduction des risques liés à la consommation de drogue. Alors à son stade, l'ASBL a notamment distribué des préservatifs, elle a informé sur les maladies transmissibles et proposé sur demande des carnets qui s'intitulent « Roule ta paille », qui permettent aux usagers de fabriquer des pailles en carton pour réduire les risques de contamination, donc hépatite, VIH, etc., lors de leur consommation, en évitant le partage de billets ou de pailles en plastique. Alors si pour la SBL, il s'agit d'un outil de prévention mis en place depuis plus de 20 ans et distribué uniquement à la demande, certains responsables politiques ont estimé que ce type de dispositif banalisait, voire incitait carrément à la consommation de drogue. Et le problème, évidemment, c'est que la presse s'est emparée de ces déclarations et je pense que ça a vraiment terriblement blessé le secteur associatif qui est responsable de ces missions de service public, d'autant plus que ces responsables dénoncent aussi le financement colossal dont elles bénéficiaient pour inciter finalement les gens, et les Bruxellois en particulier, à consommer de la drogue. Alors, Monsieur le Ministre, moi j'aimerais profiter de l'occasion aujourd'hui pour faire le point avec vous sur la politique bruxelloise en la matière. J'ai d'ailleurs déjà interrogé votre collègue en charge de la promotion de la santé. Je pense qu'à l'aune d'une nouvelle législature, il est important de clarifier la politique qui est menée par la région bruxelloise et qui, je l'espère, sera encore menée. Pouvez-vous confirmer que notre région mène bien une politique de réduction de risques financée par les pouvoirs publics? Mais le cas échéant, quelles en sont les bases légales? Et depuis quand cette stratégie est en vigueur chez nous? Pouvez-vous en tracer les grandes lignes? Quels sont les acteurs qui sont agréés pour cette politique de réduction des risques et quels sont les subsides accordés à chacun d'entre eux, histoire de remettre un petit peu l'église au milieu du village? Est-ce qu'une évaluation de cette politique a-t-elle été réalisée? Et le cas échéant, quelles en sont les conclusions? Et je vous remercie. Merci Madame Vincel. Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Vincel. En fait, depuis 2012, la région bruxelloise mène des politiques de réduction des risques financées au départ principalement par la COCOF, en promotion de la santé notamment. Cette stratégie a été initiée avec le lancement du premier plan de réduction des risques à Bruxelles, porté par la FEDITO, l'actuelle FEDA, mais à l'époque c'était la FEDITO, la coordination locale drogue, Bruxelles et Modus Vivendi. L'engagement politique via l'accord de majorité 2019-2024 indiquait spécifiquement, je cite, qu'on s'engageait à mettre en place une véritable politique de réduction des risques vis-à-vis des consommateurs potentiels ou usagers de drogue qui ont pris l'alcool. Depuis 2019, le gouvernement a initié une série de stratégies de réduction des risques. C'est la création de salles de consommation à moindre risque, soutien à de nombreuses ASBL dans le cadre de mesures de réduction des risques, mise en place d'une récolte de données et d'une évaluation des dispositifs. L'ordonnance de 2021 relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogue prévoit spécifiquement, l'ordonnance que je connais bien, croyez-moi, depuis avant 2021, bien avant, prévoit spécifiquement les conditions pour qu'un service actif de réduction des risques soit agréé par le Collège réuni de la région bruxelloise et les modalités de subvention de ce service. Le décret ambulatoire
en COCOF cette fois, a été modifié en 2023 en vue de soutenir plus avant plusieurs dispositifs de réduction des risques, comme la centrale d'achat de matériel de réduction des risques, les dispositifs de testing, les alertes, les collectes de données. Concernant les acteurs et subsidies afférents, je ne peux pas tous vous les citer, mais vous les connaissez. Hein. Les opérateurs clés, c'est Transit, Dune, Modus Vivendi, le projet Lama, etc. Il y en a d'autres, mais les plus gros, quoi. Concernant la deuxième salle de consommation moindre risque, LinkUp, malgré un récent arrêt en suspension qui oblige les pouvoirs publics à revoir certains détails opérationnels du dispositif lié au permis d'urbanisme, on espère qu'elle pourra bel et bien obtenir un permis et ouvrir avant 2026. C'est un service essentiel de réduction des risques qui doit participer à la prise en charge des personnes usagères de drogue, mais aussi à la sécurité des habitants du quartier. Vous avez d'ailleurs vu qu'un collectif d'habitants du quartier a publiquement regretté, et l'a dit dans la presse, que l'ouverture de la salle de consommation était décalée. Donc voilà, ça percole en fait le fait que ces salles de consommation sont aussi intéressantes en termes de sécurité, comme elles le sont en termes de réduction des risques. Concernant l'évaluation des politiques de réduction des risques, une étude en cours, REVE-DROME, Rebuilding Evidence on Drug Rooms, portée par l'UC Louvain, vise à évaluer les 2 salles de consommation établies, je dirais historiquement établies. Il y a l'ancienne salle de consommation à Liège et Gate. Des données à propos des usagers des 2 salles de conso sont collectées en continu et comparées à 2 moments dans le temps, après 6 mois et 18 mois plus tard, ainsi qu'entre les 2 sites. Les résultats de l'étude sont attendus en cours de l'année 26. Dans le prolongement de cette étude, Iriscare a confié à l'UC Louvain la mission d'évaluer LinkUp, une fois qu'elle sera ouverte. La composante quantitative de l'étude sera financée par Iriscare, tandis que la dimension qualitative va bénéficier du soutien de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, le service d'études et d'information de Vivalis. Les résultats de l'évaluation sont attendus dans le cours de l'année 2027. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Vincel, est-ce que vous voulez encore intervenir? Je ne veux pas intervenir. J'ai eu réponse à l'ensemble de mes questions. Donc, je vous remercie beaucoup et j'attends bien sûr avec intérêt le résultat des différentes évaluations que vous nous avez annoncées pour 2026 et 2027. Il ne me reste qu'à souhaiter que le prochain gouvernement continue à mener cette importante et ambitieuse politique de réduction des risques. Merci beaucoup. Pardon, entre-temps, on a quelques pourparlers pratiques. Ik ga eventjes tussenkomen en aangeven voor iedereen's informatie dat de mondelinge vraag van meneer Comans-Brachijn in een schriftelijke vraag is omgezet. De derde vraag dus, u moet daar geen rekening voor houden wat betreft de agenda. De volgende vraag is de mondelinge vraag van meneer Smet betreffende de wachtlijsten in de jeugdhulp. Meneer Mouani, ik heb begrepen dat u de vraag voor meneer Smet zal voorlezen. Het woord is aan u. Ja, exact, mevrouw de voorzitter. Bedankt. Geachte collegelid, jeugdrechter Dennis Goeman trok vorige maand aan de alarmbel. Een ticket voor een Taylor Swift-ticket is eenvoudiger te verkrijgen dan een plek voor een jongere in het jeugdhulp. En de standaard bracht dan weer de reconstructie van de leidingsweg van L, het 11-jarige meisje dat niet terechtkomt in de jeugdhulp en noodgedwongen terechtkwam in een ziekenhuis waaruit ze vluchtte en toen verkracht werd. Het hele verhaal is nog veel schrijnender. Al begin 23 zoeken naar ouders voor het eerst psychologische hulp, maar ze worden geconfronteerd met wachtlijsten. Op school gaan de alarmbellen af, het meisje onderneemt haar eerste zelfmoordpoging en een eerste opname in een kinderpsychiatrie wordt stopgezet wegens bedreigingen en wegloopgedrag. En jeugdrechter zitten met de handen in het haar. Bij gebrek aan alternatief wordt ze zo onderbracht in een ziekenhuis. Wat er dan gebeurt is gekend. Midden september vond L eindelijk terug een plek in een langtermijnprogramma in Uckel voor een periode van minstens 3 maanden. Het voorlopige einde van een leidingsweg voor de familie en hopelijk ook voor haar. En het is jammer genoeg geen alleenstaand geval. In een eerder antwoord gaf u aan dat er een samenwerkingsakkoord komt met de 2 gemeenschappen. Begin van deze zomer zou er daarvoor een vergadering met Vivalis Brussels plaatsvinden. En ook een aanpassing van de ordonnantie uit 19 was een mogelijkheid. Zoals u zelf aangaf, als de situatie van lopende zaken blijft duren, kunnen wij het proces alvast op gang brengen. Dus mijn vragen zijn de volgende, meneer de minister. Hoe evolueert de bespreking van het samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen hier rond?
Wat zijn de knelpunten en welke stappen heeft u gezet met het oog op een eventuele aanpassing van deze ordonnantie? Ik bedank u. Dank u wel, meneer Mouani. Meneer de minister, voor uw antwoord. Dank u, meneer Mouani. Dank u, mevrouw de voorzitter. In juli werd een gezamenlijke nota die werd opgesteld door Vivalis in overleg met de Franse en de Vlaamse gemeenschap aan mijn kabinet bezorgd. Dat document geeft een overzicht van de situatie in Brussel en onderzoekt de verschillende juridische mogelijkheden voor het opstellen van een toekomstig samenwerkingsakkoord. Na interne besprekingen met Vivalis hebben we Vivalis de opdracht gegeven om een voorontwerp van samenwerkingsakkoord op te stellen, gebaseerd op het huidige samenwerkingsakkoord en de ontwisselingen van de werkgroep met de administraties van de Vlaamse en Franse gemeenschap. Dat ontwerp werd op 3 september 2025 besproken met de werkgroep. Er moeten nog enkele aandachtspunten worden besproken, met name wat betreft de noodzaak om bepaalde bepalingen van het voorontwerp van samenwerkingsakkoord te herzien of zelfs bepaalde artikelen van de ordonnantie te wijzigen. Wat de knelpunten betreft had de Raad van State een advies uitgebracht in het kader van de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 11 mei 2007. De opmerkingen van de Raad van State hadden met name betrekking op de noodzaak om een financiële bijdrage van Vivalis te voorzien voor het gebruik van de diensten van de 2 andere gemeenschappen. Of om ervoor te zorgen dat Brusselse jongeren, zelfs als ze bijvoorbeeld in een instelling van de Franse of Vlaamse gemeenschap zijn geplaatst, onderworpen blijven aan de toepassing van de ordonnantie van 16 mei 2019, met name wat de duur van de maatregelen betreft. De administratie en mijn kabinet analyseren momenteel de rijkwijde van dit advies, voordat we indien nodig wijzigingen in de ordonnantie van 6 mei 2019 overwegen. Een nauwkeurige analyse van deze tekst is namelijk nodig om niet alleen te reageren op de eerdere opmerkingen van de Raad van State, maar ook om te anticiperen op nieuwe opmerkingen die hij zou kunnen maken en om een zekere mate van harmonisatie met de decreten van de Franse en Vlaamse gemeenschap te waarborgen, aangezien die sinds 2019 zijn gewijzigd. Dank u wel, meneer de minister. Meneer Mouani, wil u verder nog tussenkomen? Ja, heel kort bedankt voor uw antwoorden, meneer de minister. Het is goed dat er een voorontwerp van samenwerkingsakkoord is gemaakt, maar ondertussen zijn we wel 2 maanden later. En het is schrijnend, de jeugdrechters trekken ook aan de alarmbel. 400 jongeren die geen plaats, de laatste maanden geen plaats hebben gevonden voor het laatste jaar. En wij willen absoluut vermijden dat er nog eens een geval zoals L in Brussel komt. Dus ik hoop dat er nog snel werk zal gemaakt worden van die ordonnantie. Bedankt, meneer. Dank u wel, meneer Mouani. Ook dat u meneer Smet hier bent komen vervangen. La prochaine question, nous switchons de nouveau vers le français, est la question de Madame Benani. Concernant la prévention de la banalisation des drogues et la protection de la santé mentale des jeunes à Bruxelles, demande d'explication. Madame Benani, la parole est à vous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Selon l'enquête de Cienzano 2023-2024, l'usage du cannabis chez les 15-64 ans progresse. 8,8% en ont consommé au moins une fois au cours de l'année écoulée, contre 7% en 2018. Et près d'une personne sur 3 déclare une expérimentation au moins une fois dans sa vie.
Parmi les consommateurs mensuels, 41% présentent un risque élevé d'usage problématique. L'expérimentation d'autres drogues illicites concerne 12,5%, mais l'usage annuel est bien moindre, environ 2 à 3% selon les substances. La consommation annuelle de cocaïne touche 1,6% des 15-64 ans, atteignant 3 à 4% chez les 25-34 ans. Évidemment, sur le terrain bruxellois, ces chiffres sont extrêmement préoccupants, Monsieur le Ministre. Environ un étudiant sur 3 déclare avoir consommé du cannabis au moins une fois dans l'année. Et 10% des élèves du secondaire dans le dernier mois. Au sein de ces jeunes qui utilisent régulièrement le cannabis, près de 4 sur 10 rapportent des symptômes anxieux et 3 sur 10 des symptômes dépressifs. Ce qui souligne une corrélation forte entre usage répété et fragilisation de la santé mentale. Les engagés privilégient une approche de santé publique en rupture avec la logique exclusivement répressive. Des jeunes, pour des raisons culturelles et sociales, se réfugient dans la consommation de substances en lieu et place d'une demande d'aide psychologique formelle. Quartiers, familles, écoles en subissent les conséquences. Il est donc urgent d'intensifier la prévention, le dépistage précoce, de garantir un accompagnement humain et de lutter contre toute stigmatisation. Dans ce contexte, voici mes questions. Quelles mesures concrètes le gouvernement bruxellois a-t-il mis en œuvre, en complémentarité avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour renforcer la prévention en matière de drogue et de santé mentale dans l'enseignement secondaire et supérieur à Bruxelles? Comment les acteurs de terrain sont-ils intégrés dans les dispositifs coordonnés de détection et d'accompagnement des jeunes usagers, notamment dans le cadre du décret ambulatoire et du PSSI? Quelles actions ciblées sont déployées spécifiquement pour les jeunes adultes de 20 à 34 ans, particulièrement exposés à la hausse de consommation et au risque de dépendance? Comment le gouvernement articule-t-il sa politique avec les recommandations du rapport mondial sur les drogues 2025 de l'ONU-CD concernant l'échec du modèle prohibitionniste et l'urgence de basculer vers une logique de santé publique? Quels moyens supplémentaires ont été engagés en particulier dans le cadre du PSSI pour renforcer la prévention, l'action sociale, la santé mentale et les services spécialisés en matière de drogue et d'addiction? Les chiffres sont révélateurs. Ils disent le malaise des écoles, des campus, des quartiers. Ce sont des trajectoires de vie fragilisées, des familles inquiétées, un tissu social sous tension. Sortons des demi-mesures. Le droit à la prévention et à l'accompagnement à la santé mentale doit devenir une priorité absolue pour Bruxelles. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Ik heb begrepen dat meneer Verstraeten graag wil aansluiten. Even een dienstmededeling. Ik wil dat zelf ook graag doen. Ik weet werkelijk niet met de samenstelling op dit moment in de commissie wie de volgende is die mij zou moeten opvolgen, want ik zie de eerste ondervoorzitter, nog de tweede ondervoorzitter. Dus als u het goed vindt, doe ik het vanaf hier, maar ik wil daarvoor wel uw toestemming vragen en zo niet vragen wie er mij kan vervangen, want ik weet niet wie er nu de oudste is. Dat kan een andere lid, dus ça peut être un autre membre de la commissie. Ja, dus de vraag is, vindt u het goed dat ik vanaf hier tussenkom of wil u graag dat ik vervangen word? En zo ja, dan denk ik dat ik naar mevrouw Mandaila moet kijken. Ok, Madame Mandaila, est-ce que vous seriez d'accord de me remplacer pendant 1 minute? Merci. Meneer Verstraeten, u zal mij moeten vervangen. Gaat u rustig. Wel, dan zullen we zo meteen een mooie stoelendans annex verwisseltruc doen. Ik denk dat dat over het algemeen zo wat een goede regel is. Niet dat ik u ervan verdenk om daar misbruik van te maken. Er zijn andere commissievoorzitters waar ik soms toch net iets beter vind dat ze van hun perchoir afkomen en op de banken gaan zitten. Maar ik vind het een zeer terechte vraag dus, van collega Benani. Het toenemend gebruik van drugs in Brussel, maar ook, laten we wel wezen, niet alleen in Brussel, baart ons
ernstige zorgen. Die recente cijfers tonen inderdaad een duidelijke stijging van cannabis- en cocaïnegebruik, vooral bij jongeren en jongvolwassenen. Dan hebben we het eigenlijk ook nog niet gehad over synthetische drugs die zeer populair zijn in het uitgaansmilieu en waar dat je inderdaad een beetje je kan afvragen of het niet steeds verder gebanaliseerd, genormaliseerd raakt. Steeds meer Brusselse studenten en scholieren gaven inderdaad recent aan cannabis te hebben gebruikt. En bij de regelmatige gebruikers zien we inderdaad die heel sterke correlatie met angst en depressieve klachten. Die correlatie is natuurlijk nog altijd de vraag. Als men angst of depressieve klachten heeft, kan een aanleiding zijn om naar drugsgebruik, consumptie, verslaving te grijpen als een manier om het te reguleren. Maar het omgekeerde kan ook waar zijn. Het kan natuurlijk een negatieve spiraal worden waar die drugsconsumptie eigenlijk die symptomen nog verslechtert. En dat legt een pijnpunt bloot. Wat we vandaag zien is volgens ons het resultaat van een ontoereikend, een falend drugsbeleid, maar ook, denk ik, een cultureel probleem waar we in onze samenleving mee zitten, waar die drugsconsumptie eigenlijk gebanaliseerd wordt en onvoldoende geproblematiseerd wordt. Zeker in Brussel hebben we een aanpak die in belangrijke mate in onze ogen bestaat uit gedoogpraktijken. Die het probleem niet oplossen, maar eerder verplaatsen. Onze mening over bijvoorbeeld die drugsgebruikersruimtes. Jullie weten wat wij daarvan vinden. Het gedogen van, het risico verminderen van, maar zonder een duidelijke aanpak die ook leidt naar het stoppen met. Ja, dat is een beetje een korte termijnvisie die eigenlijk risico's laat opstapelen, overlast laat opstapelen. We krijgen mensen die meer verslaafd raken aan de drugs, maar we begeleiden veel te weinig mensen bij het afgeraken van de drugs. En dat is een aanpak die in onze ogen, en het spijt me dat ik het wat streng stel, die slap, incoherent, weinig gecoördineerd en zonder duidelijke finaliteit is. En dus voor jongeren vooral is dat gedoogbeleid een ernstige kwestie. Regelmatig drugsgebruik verhoogt het risico op mentale gezondheidsproblemen, schooluitval, sociale isolatie, problematisch gebruik op latere leeftijd. Hoe vroeger men begint, hoe groter het risico later. En dus in onze ogen worden kwetsbare jongeren op dat vlak onvoldoende beschermd tegen die gevaren. Dus het is essentieel dat beleid verschuift van louter noodinterventies naar structurele preventie, begeleiding, een curatieve aanpak, gecoördineerd, in het bijzonder bij jongeren. Preventie en vroegtijdige detectie natuurlijk binnen scholen, jeugd- en studenteninstellingen zijn cruciaal. Dat zijn bevoegdheden van de taalgemeenschappen op de eerste plaats. Maar ook mentale gezondheid en weerbaar maken, mentale gezondheidsproblemen voorkomen en aanpakken. Ik heb de volgende vragen. Zijn er momenteel preventieprogramma's operationeel of wordt er gecoördineerd op de een of andere manier met de GGC in samenspraak met de gemeenschappen, niet alleen de Franse, maar ook de Vlaamse gemeenschap? Gezien de sterke correlatie tussen herhaald middelengebruik en angst- en depressieve symptomen, welke concrete stappen neemt de GGC om preventieprogramma's te koppelen aan mentale gezondheidszorg voor jongeren, waar we ook nog heel veel werk hebben? Hoe wordt het beleid van de GGC aangepast aan nieuwe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld ook online drugsverkoop via sociale media, die jonge Brusselaars gemakkelijker blootstellen aan middelengebruik? En dan ten laatste, wat is er voorzien qua curatieve maatregelen voor die jongeren die al in de problemen zijn gekomen? Meneer Verstraet, intussen is mevrouw Bitici aangekomen, die tweede ondervoorzitter is, et qui s'est déclaré d'accord de me remplacer pendant quelques minutes pendant que j'intervienne. Merci, madame Bitici. Un grand merci, madame la présidente. Meneer de minister, dit is inderdaad een belangrijk punt om aan te snijden. De enquête Drugvibes, zo heet de enquête, geloof ik, collega Benani, waar het over gaat, wordt al jaren door Cienzano naar buiten gebracht. En een van de punten die hier naar buiten komen, daar zijn we het alle drie over eens als interveniënten, is natuurlijk dat op dit moment er veel drugsgebruik is. Dat drugs ook sterker worden. De conclusies die daaraan verbonden worden, hoeven natuurlijk niet altijd dezelfde te zijn. Persoonlijk
doet wat er in deze enquête naar buiten komt mij eerder denken enerzijds aan het beleid dat in de Verenigde Staten is gevoerd rond drugsgebruik, namelijk doe geen drugs, waarbij er zeer deplorabele resultaten zijn vastgesteld. En ten tweede het beleid dat de Verenigde Staten hebben gevoerd rond preventie van overdraagbare seksuele ziekten en zwangerschap, waarbij ze eigenlijk zeiden, heb geen seks. En helaas zijn beide campagnes even onsuccesvol geweest tot nu toe. Ja, helaas wordt er geen nee gezegd als dat de enige informatie is die je geeft. Hè. En wat dat betreft kunnen we het hopelijk eens zijn dat een preventiestrategie breder moet gaan dan gewoon te zeggen dit is slecht. Persoonlijk moet ik ook zeggen dat ik oor heb naar wat specialisten aangeven over de drugswet. Dat is natuurlijk absoluut geen Brusselse verantwoordelijkheid, maar waarbij zij zeggen, kijk, deze wet heeft een trieste verjaardag van al over de 100 jaar beleefd. En het verbieden, en daar ga ik dan weer terug naar de Verenigde Staten, heeft wat de drooglegging betreft alleen maar hetzelfde veroorzaakt als daar, namelijk dat er steeds gevaarlijker, steeds sterkere drugs worden ontwikkeld en dat die steeds meer onder controle komen van een maffia die deze week in mijn gemeente Anderlecht alweer een aantal schietpartijen heeft aangericht, zelfs eentje door het raam van een 11-jarig kind. Mijn 11-jarig kind is hier net binnengekomen. Ik heb eerlijk gezegd deze week wel wat schrik gehad. Dus de vragen die ik heb zijn inderdaad in hoeverre zal er in gesprek worden gegaan met de onderzoekers rond deze bevraging. Welke conclusies worden hieraan verbonden voor Brussel? Welke preventiestrategie, hoe wordt de preventiestrategie aangepast? Want ook wat dat betreft hebben wij qua preventie toch nog wel echt werk in Brussel. Maar ook hoe wordt het feit dat al deze drugs illegaal zijn en dat wij wat dat betreft als wetgevende macht, maar ook uitvoerende macht, toch nog gedeeltelijk in het duister tasten rond hoe wij onze jongeren en ook onze volwassenen, laten we er eerlijk over zijn, kunnen helpen met het gebruik van, het afkomen van illegale drugs, maar ook het veiliger gebruik op het moment dat ze er uiteindelijk gebruik van maken van illegale drugs, maar ook legale drugs, want laten we duidelijk zijn, als we vandaag alcohol als nieuwe drugs op de markt zouden zien komen, dan zouden wij dat als absolute harddrugs zien en zouden we het nooit legaal hebben gemaakt. Een realiteit die we toch ook onder ogen moeten zien. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoorden. Et madame la présidente, merci de me remplacer pendant mon intervention. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Grotted. Maintenant, nous continuons. Est-ce qu'il y a encore un autre groupe qui voudrait s'exprimer? Ou alors on continue avec la réponse de Monsieur le ministre? OK. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à toutes et tous pour vos différentes questions, bien entendu. Ik zou nog even willen de klas van mijn zoon bedanken, die hier net is binnengekomen tijdens mijn interventie toevallig. Excuseer? Die moeten nog komen. Excuseer, ik had niet goed gekeken, want ik was aan het spreken. Dank jullie wel om hier langs te komen. Ik heb daar net met hen in het kinderparlement gezeten en ik vond het geweldig dat mijn kind in de zaal zat. Voilà. Dat is hopelijk de enige vorm van nepotisme die ik de hele legislatuur zal hebben en ik hoop dat u hem mij toestaat. Sorry voor de onderbreking, meneer de minister. Gaat u gerust verder met het inhoudelijke parlementaire werk. En zo dadelijk gaat u dus mijn spruit hier nog zien toekomen en dan ga ik weer dit soort speech afsteken. Ze zijn hier juist, voilà. Gelukkig zijn wij in de zaal. Ik weet dat van u zeker, meneer Verstraeten. Van iedereen die hier zit, bent u de meest gemakkelijke in te laten. Ja. Dat doe ik verkeerd. Een beetje ironie mag af en toe ook, hè. Ja. Et donc, merci, Madame la Présidente. Merci à toutes et tous pour vos questions. D'abord rappeler, mais plusieurs d'entre vous l'ont dit, que la prévention et la sensibilisation au milieu scolaire relèvent des compétences des communautés, Vlaamse Gemeenschap et Fédération Wallonie-Bruxelles. Les actions de promotion de la santé en matière d'assuétude sont majoritairement soutenues par la COCOF et la VGC. Et donc, aucune mesure concrète ne peut être prise par le Collège réuni pour renforcer la prévention en matière de drogue
en milieu scolaire, sauf à avoir de véritables écoles bilingues à Bruxelles, mais à ce jour, ça n'est pas le cas. Mais donc, il y a des ASBL qui sont soutenus soit par la COCOF, soit par la VGC, qui interviennent bien dans les écoles. Je pense par exemple à un Fort Drogue. Les dispositifs financés par Vivalis, donc les services du Collège réunis, visent l'accompagnement et ou l'hébergement de jeunes souffrant de problèmes d'assuétude. Divers acteurs de terrain, notamment les travailleurs de rue, des services de première ligne d'aide sociale et de soins, détectent et orientent ce public cible vers des structures spécialisées de prise en charge. Je pourrais par exemple citer l'ASBL Macadam, qui a été agréé et subventionné durant la législature 2019-2024 et qui accueille du public de jeunes qui sont particulièrement précarisés et au sein duquel il y a parfois des problèmes d'assuétude. Ce dispositif vise en effet l'accueil de jour et l'accompagnement psychomédical de jeunes en errance de moins de 26 ans qui sont dans une situation de désaffiliation sociale, voire carrément de sans-chez-soirisme. Le centre propose également des services d'aide à la vie quotidienne, repas, boissons, des conseils individuels, blanchisserie, activités communautaires, etc. Le centre Housing First Step Forward du New SAMU Social vise le relogement de jeunes âgés de 18 à 25 ans en situation de sans-chez-soirisme et de grande vulnérabilité et qui présentent des cumuls problématiques. Bien souvent, le cumul, c'est un cumul de problèmes de santé mentale et d'assuétude. Donc, ils sont pris en charge globalement dans le cadre de ces projets de Housing First. D'autres structures généralistes subventionnées et ou agréées par Vivalis comptent parmi leurs usagers des jeunes usagers de drogue. L'importance, évidemment, du renforcement de partenariats et de collaboration entre les différents services du secteur bruxellois de l'aide aux personnes des sans-abri, mais aussi de services connexes de l'aide à la jeunesse, de la santé mentale et de des assuétudes. Concernant le rapport mondial sur les drogues 2025 de l'ONUCD, celui-ci explore davantage la question des drogues sous l'angle judiciaire et sécuritaire, notamment au regard des réseaux criminels, de la vente de produits illicites et de ses conséquences. La question des consommateurs est analysée dans une moindre mesure. En ce qui concerne l'action sociale et la santé, les politiques mises en place par mon cabinet rejoignent les conclusions du rapport relatif à la prise en charge des publics vulnérables. En effet, l'appréhension des phénomènes de consommation de drogue et ses répercussions en termes de santé mentale, d'errance, de consommation dans les rues, de sécurité, suppose d'adopter une démarche et une approche coordonnée, intégrée et intersectorielle entre les acteurs compétents et concernés qui agissent sur plusieurs facteurs. La précarité, l'exclusion sociale, souvent les parcours migratoires, la santé mentale, la santé tout court, etc. Ça passe également par le développement de modalités d'intervention spécifiques et complémentaires qui ont été particulièrement soutenues sous la législature qui s'est achevée, hébergement avec consommation encadrée et prise en charge globale, ce qu'on appelle la ligne 0.5, l'outreach, l'ambulatoire et le développement de l'ambulatoire, tout ce qui concerne les actions bas seuil d'accès, aussi le post-cure, etc., etc. En fait, ces éléments sont des éléments qui figurent de manière tout à fait explicite dans les actions prévues dans le cadre du plan social santé intégré et qui sont progressivement mis en place et pour lesquels des budgets importants ont aussi été dégagés sous la législature 2019-2024. En particulier, on a renforcé les acteurs de la prévention, de l'action sociale, de la santé mentale, mais aussi les services spécialisés en matière de drogue et d'addiction. Voilà l'essentiel des informations que je pouvais vous donner. Merci, dank u wel, meneer de minister. Madame Benani, est-ce que vous voulez intervenir davantage? Je vous remercie, monsieur le ministre, mais je reste un petit peu sur ma faim. En effet, ma demande d'explication portait aussi sur le fait qu'il y avait une certaine forme de recrudescence chez les jeunes en secondaire. Et effectivement, ce n'est pas votre niveau de pouvoir. Mais si je ne m'abuse, entre 2019 et 2024, en Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre en charge de la santé était dans votre parti. Et je pense que, j'imagine que vous deviez vous réunir et mener des mesures de prévention communes dans les écoles. Or, on voit une recrudescence de la consommation des drogues dans les écoles, une banalisation, un échappatoire pour des problèmes de santé mentale. En effet, dans certaines cultures, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas faire preuve de racisme ou quoi que ce soit. Aller voir un psychologue, c'est
c'est fou. Aller voir un psychologue, c'est se mettre en marge de la société dans laquelle, ou la culture dans laquelle on évolue. Et beaucoup de problèmes de santé mentale sont, entre guillemets, masqués par la consommation abusive de drogue. Et donc j'avoue que moi, je reste un peu sur ma faim sur le côté qu'est-ce qui a été fait véritablement dans les écoles secondaires. Je me préoccupe du côté francophone, je laisserai mes collègues néerlandophones s'intéresser au côté néerlandophone, mais je vous avoue que là je reste un peu sur ma faim sur toutes les autres actions. Ce que vous avez mené est très bien, mais il n'empêche que les résultats sont là. La consommation de drogue ne fait qu'augmenter, et encore on n'est pas rentré dans le détail de chacune des drogues. Donc voilà, je vous remercie pour votre réponse. Pardon, pour vos réponses. Merci Madame Benani. Meneer Verstraeten, dan gaan we naar u toe. Voor 1 minuutje. Oké, voilà. Dank u wel voor uw antwoorden, maar ik zit een beetje met hetzelfde probleem. In die zin dat ik heel weinig cijfers hoor. Eigenlijk zou dat interessant zijn om te weten wat de capaciteit is, globaal gezien, van verschillende soorten diensten en op welke fases. U gaat concreet in op het schoolmilieu, waar uiteraard inderdaad de taalgemeenschappen bevoegd zijn. Op zich kan de GGC wel een coördinerende rol opnemen als zij dat wilt. En mensen rond de tafel brengen en zien, kunnen we dingen samen doen. En natuurlijk, jongeren begeven zich niet enkel op het schoolse milieu, maar ook daarbuiten. En dus daarbuiten kunnen er ook meer globale preventiecampagnes of wat dan ook gevoerd worden, die wat mij betreft ook best verder en dieper mogen gaan dan just say no, omdat het inderdaad niet werkt. U haalt concrete voorbeelden aan dan van maatregelen die vooral in de dakloosheidsproblematiek zitten. Daar hebben we zo het begin, het schoolse milieu en dan het absolute einde wanneer het helemaal fout gelopen is. Maar er zijn natuurlijk nog veel stappen daartussen waar we iets kunnen doen. Dus als u cijfers zou kunnen geven over wat is de capaciteit en vooral hoe verloopt de coördinatie tussen al die actoren om zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk in te grijpen, op te volgen en te voorkomen dat het erger wordt. Dank u wel, meneer Verstraeten. Madame Bitici, si vous me permettez encore un bref switch pour juste 1 minute, je vous en serai gré. Merci, madame la présidente. Ik had inderdaad wel op mijn plek kunnen blijven zitten voor deze vraag. Kijk, op zich, ik had ook graag meer cijfers gehoord, maar ik kan mij ook voorstellen dat u die nu niet à la minuut uit uw mouw kan schudden. Dus ik zal hier graag meer schriftelijke vragen over stellen. Ik wil gewoon 3 korte bemerkingen maken. Ten eerste dat we, denk ik, het realisme moeten hebben dat een heel aantal specialisten in druggebruik ook meegeven. We gaan nooit tot een situatie komen waarin er geen drugs wordt gedaan. En ik denk dat we daar ook op een realistische en correcte manier als wetgevers en als controlerende macht mee moeten omspringen en daar ook onze strategie op moeten afstellen. Ten tweede, ik apprecieer het punt dat mevrouw Benani heeft aangebracht, dat het ook gaat om mentale coping regelmatig. En wat dat betreft wil ik ook het punt aanbrengen dat zich bij mannen en vrouwen toch zeer gendergebonden anders uit. En dat er echt werk aan de winkel is om onder mannen het ook mogelijk te maken om te mogen gevoelens hebben en ten tweede die ook te mogen uiten. Want geen van beide is op dit moment überhaupt geaccepteerd in onze maatschappij. En ten derde denk ik dat we ook van het idee af moeten dat een druggebruik specifiek iets van gemarginaliseerde gemeenschappen is of kwetsbare gemeenschappen. Ik denk dat we moeten beseffen dat ook in de villa's in Watermaal-Bosvoorde er erg veel drugs wordt gedaan, maar dat men het daar gewoon beter kan verstoppen, want men heeft meer ruimte om het te verstoppen. Een problematiek zeker om te vervolgen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Groothede. Il n'y a pas d'autres interventions. Monsieur le ministre, une dernière petite réplique ou c'est OK? Oui, donc je comprends que vous ayez envie de chiffres sur un certain nombre de choses. Moi, j'en ai pas ici sous la main, mais n'hésitez pas à me poser des questions écrites. Les capacités, il y a tellement une multiplicité de services différents et de modalités d'intervention que je pense qu'il faut ouvrir des questions écrites alors sur le fonctionnement et les rapports d'activité des différents services, y compris le nombre de jeunes qu'ils touchent et des choses comme ça c'est possible. Bon, alors, l'institutionnel de notre pays est compliqué, parfois un peu absurde, surtout à Bruxelles. Mais donc les moins de 18 ans qui sont en difficulté relèvent de l'aide à la jeunesse, des matières qui sont communautarisées. Sur certains aspects, sur les frais qualifiés d'infraction, etc., il y a de la compétence COCOM, mais globalement, toutes les actions et tous les acteurs sont subventionnés par l'aide à la jeunesse. C'est la même chose pour les écoles. Donc on passe effectivement par COCOF et VGC pour financer les acteurs sur le milieu scolaire. Sur la santé mentale, quand il y a eu les renforts importants en santé mentale sur les législatures précédentes, les jeunes ont été une cible prioritaire, tout de suite. On a essayé d'articuler aussi avec la politique fédérale psy de première ligne, qui est une bonne politique fédérale, même si elle coûte cher, c'est une bonne politique. Et puis, nos acteurs de la santé mentale, nos actrices de la santé mentale, mettre en place les lieux de lien, des politiques d'outreach, du 0.5, pour essayer de faire en sorte de toucher par des actions de santé mentale du public qui ne vient pas à la santé mentale. Si vous avez raison, il était plusieurs à le dire, et Madame Groothede juste maintenant, il y a beaucoup de gens pour lesquels franchir la porte d'un psy, vous l'avez dit, Madame Bellani, on pense qu'on est fou. Enfin, voilà. Mais donc c'est vrai que ces préjugés par rapport aux opérateurs santé mentale sont existants, et les opérateurs, les acteurs en ont conscience eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a une multitude de choses qui sont mises en place pour toucher et aller vers ces publics, ou travailler sur la question de la santé mentale, mais d'abord en les attirant avec d'autres types de modalités d'action. C'est notamment le cas dans les lieux de lien où il y a par exemple de la culture ou d'autres choses qui sont mises en place. Et puis c'est avec ces publics on commence un travail qui parfois touche à la santé mentale, puisqu'effectivement au niveau addiction, on s'est souvent lié à des problématiques de santé mentale. J'attire votre attention aussi sur le fait que la principale problématique d'assuétude en Belgique et à Bruxelles, ça reste d'abord et avant tout l'alcool. Certains l'ont dit, mais c'est d'abord ça le véritable problème, surtout chez les jeunes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de cannabis, il y a évidemment des problèmes de cannabis ou d'autres types de substances. Je ne nie pas cela et qu'elles sont problématiques. Il y a beaucoup plus de crack maintenant qu'avant, etc. Ça, c'est des gros problèmes, je ne le nie pas. Néanmoins, en santé publique générale, notre premier gros problème à adresser collectivement, c'est quand même bien l'alcool. Et donc j'espère qu'on aura dans les prochaines années un plan d'alcool qui soit véritablement digne de ce nom et pas soumis au lobby des alcooliers. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour toutes ces explications et pour cette question très très pertinente aussi, sur laquelle j'ai moi-même travaillé aussi par le passé. Je considère donc l'incident comme clos et nous continuons maintenant avec la prochaine demande d'explication de Monsieur Jonathan de Patoul concernant le vide juridique et politique relatif aux résidences non agréées, donc des maisons pirates à Bruxelles, sur laquelle j'interviendrai aussi pour mon groupe. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Ministre, la résidence La Forêt à Woluwe-Saint-Pierre ainsi que la résidence Bruyère 2 à Ouderghem sont des structures à vocation commerciale qui proposent des services d'hébergement à des personnes particulièrement fragilisées. Alors ce type d'hébergement non agréé accueille en général un public qui cumule des problématiques comme le sans-abrisme, santé mentale, toxicomanie, passé carcéral, handicap, etc., etc. Alors si toutes les maisons non agréées ne sont certainement pas logées à la même enseigne, celles-ci ont de quoi sérieusement nous inquiéter et un récent reportage de la RTBF qui est sorti après que j'ai déposé ma question nous en a encore montré des vertes et des pas mûres si je puis dire. Dans le cas des maisons que j'ai citées, le profil de la propriétaire de la structure ainsi que le constat d'une gestion qui sont particuliers de ces résidences sont plus qu'interpellants.
En 2016 déjà, le magazine d'Alter Echo décrivait la propriétaire dans une de ses enquêtes comme, je cite, une personne prospérant sur de la misère humaine, s'étant construit un véritable petit empire qu'elle gère en famille. Leurs noms, qui font actuellement l'objet d'une enquête de la cellule traite des êtres humains de la police fédérale, apparaissent dans une cinquantaine de sociétés. 2 maisons dites pirates à Bruxelles, des résidences-services, des maisons de repos à Bruxelles et en Flandre, des soins à domicile, un salon de beauté, etc. Elle possède également un important patrimoine immobilier, dont les appartements qui nous ont été décrits comme étant à la fois à la limite de la salubrité et loués à plutôt bon prix. Les personnes vulnérables, anciens sans-abri, ex-détenus, toxicomanes, etc., constituent l'essentiel de son cœur d'affaires, des personnes qu'elle se fait parfois passer d'un établissement à l'autre. Un récent article du magazine Médor nous apprend que dès 2012, les autorités de Woluwe-Saint-Pierre, sur le territoire duquel se trouve la résidence La Forêt, se sont inquiétées des conditions de vie dans cette résidence. Les premiers rapports administratifs pointent déjà des chambres de moins de 9 mètres carrés, des odeurs nauséabondes, des coins sanitaires insalubres. Et là, j'ai depuis lors entendu quelques témoignages qui font écho de bien pire, malheureusement. En 2017, nouveau rapport alarmiste de l'administration communale. Et en 2022, plainte est même déposée à la police. Face à ces problématiques, on se trouve confronté à un vide juridique et politique relatif à de telles maisons dites pirates. Pourtant, en vertu d'une ordonnance finalement adoptée en 2018, elles devraient aujourd'hui obtenir un agrément ou alors fermer. Mais rien n'est prévu pour sanctionner celles et ceux qui ne sont pas en règle, et cela malgré les plaintes, les signaux d'alerte, que ce soit au niveau des milieux associatifs, des témoignages et dans la presse. Alors, dans une réponse à une de mes précédentes questions, vous m'indiquez que Vivalis.Brussels, Iriscare et la COCOF travaillent effectivement à des modifications législatives et à élaborer une sorte de réglementation bruxelloise générale sur les structures d'hébergement non agréées, quel que soit le secteur d'activité, à l'instar de ce qui existe déjà en région wallonne. Dès lors, Monsieur le Ministre, je voudrais savoir où en est-on dans ce travail de modification législative. Et alors, en attendant l'adoption d'un cadre permettant de clarifier la situation, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les obligations minimales que doivent respecter ces structures pour garantir la sécurité et surtout la dignité des personnes qui y résident? En interpellant le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre lors du conseil communal de septembre sur le sujet précis de la résidence de La Forêt à Woluwe-Saint-Pierre, celui-ci m'indiquait vous avoir envoyé le 9 juillet dernier un courrier pour savoir si l'encadrement de la résidence était suffisant par rapport au public présent dans cette résidence. Apparemment, fin août, un courrier de votre part a fait état d'une visite de Vivalis au sein de la résidence le 15 juillet dernier. Je me demandais si vous pouvez savoir ce que contenait exactement ce courrier, parce que je n'ai pas eu la réponse lors de mon intervention à la commune. Est-ce que l'encadrement est jugé suffisant ? Est-ce que ce type de visite a-t-elle aussi été réalisé dans d'autres résidences du même type, qualifiées aujourd'hui comme non agréées? Et je fais maintenant référence, je ne le savais pas à l'époque de l'écriture de la question, mais à ce fameux reportage de la RTBF qui nous a montré des résidences, mais dans des conditions franchement abominables. Quelles ont été les conclusions qui ont été tirées par Vivalis lors de la visite à La Forêt, mais peut-être lors d'autres visites? Et alors, quelles pistes sont actuellement sur la table pour régulariser cette situation? Et dans l'attente, qu'est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui, maintenant, pour s'assurer en tout cas que les personnes bénéficiaires de ce type de résidence puissent vivre tout simplement dignement? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur de Patoul. Si je ne me trompe pas, il y a une demande d'explication jointe de Madame Vincel concernant les conditions d'accueil au sein du centre La Forêt à Woluwe-Saint-Pierre. Je vais également déjà demander s'il y a d'autres intervenants. Voilà, Madame Ditich, vous avez noté, Madame Lange. Voilà, Madame Vincel, la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais effectivement, je partage très largement les préoccupations et les questions soulevées par mon collègue Monsieur de Patoul. Nous habitons la même commune et effectivement, Monsieur de Patoul s'était saisi du dossier au niveau communal. Je me suis joint à cette démarche et je dois dire que je trouve ce dossier terriblement interpellant. Alors effectivement, depuis quelques années, 2012, 2013, effectivement, la situation du centre d'hébergement pour adultes La Forêt, qui est à Woluwe-Saint-Pierre, suscite une énorme inquiétude, tant chez les riverains, mais aussi que chez d'anciens résidents, qui ont d'ailleurs eu l'occasion de témoigner. Et elle suscite aussi beaucoup d'interrogations de la part des autorités locales et de l'opposition communale que nous représentons. Alors ce centre, effectivement, est installé depuis 2011, dans un immeuble donc, de 52 places, et c'est vrai que cet immeuble accueille donc des adultes qui sont, il faut le rappeler, en situation de très grande fragilité, de très grande vulnérabilité, notamment des personnes qui souffrent de troubles psychiques, de dépendance, de handicap assez importants.
Et alors que ces personnes sont déjà fragiles à la base, eh bien, plusieurs dysfonctionnements graves ont été soulignés. Je ne vais pas répéter ce que mon collègue M. de Patoul vient de dire, je ne vais pas répéter ça, mais en tout cas, il s'agit clairement d'un accueil qui est non conforme à la dignité humaine. Il s'agit vraiment de conditions de vie inhumaines et dégradantes. Donc c'est un vrai scandale, je trouve, pour la région bruxelloise de savoir que de telles structures existent. Plusieurs enquêtes donc, ont été réalisées au fil du temps et c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être confronté à une certaine impuissance de la part des pouvoirs publics. Alors c'est vrai que la situation est compliquée. On sait, Monsieur le Ministre, qu'effectivement ce sont des structures non agréées, donc a priori elles échappent au contrôle effectivement de la région. Il me semble quand même qu'à partir du moment où certaines plaintes sont déposées, et je pense que ça a été le cas pour la résidence de la Forêt, eh bien, on ne comprend pas, effectivement, M. de Patoul et moi-même, comment est-ce que finalement l'argent public, à travers en fait, les revenus d'intégration accordés par le CPS, vont à ce genre de structure et permettent un enrichissement en fait, voilà, sur le dos de la détresse humaine. C'est vraiment quelque chose de tout à fait innommable. Alors effectivement, donc, voilà, je me joins aux questions posées. Nous avons effectivement interrogé notre bourgmestre par rapport à la visite qu'il avait effectuée lui-même. Son discours se voulait rassurant. Il a beaucoup insisté sur les efforts qui avaient été entrepris pour se mettre aux normes. Alors c'est vrai que voilà, l'AFSCA, qui avait dénoncé la situation, a finalement donné, je pense, son agrément. Il y a certains efforts qui ont l'air d'être faits, mais voilà, ça nous semble être des efforts de façade. Et donc on voulait évidemment vous entendre sur la visite que vos services ont entrepris durant le même été pour avoir votre point de vue sur, effectivement, sur la situation de la résidence. Ça nous paraît très très important. Alors, le problème, c'est évidemment, que se passe-t-il en cas de fermeture d'un tel centre? Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de centres comme cela, beaucoup trop d'ailleurs, sur l'ensemble de la région. Et que se passe-t-il pour ces quelques centaines de personnes qui, en fait, se trouvent tellement vulnérables et fragiles qu'elles préfèrent encore rester là et parfois s'éteindre dans des conditions terribles plutôt que d'être relogées ailleurs? Alors, en région Wallonne, il y a eu un décret donc, de 2018 qui a permis une reconnaissance encadrée des services non agréés. Et donc, c'est vrai qu'une des questions qu'on se pose, c'est qu'en est-il effectivement de l'évolution du cadre légal pour la région bruxelloise, parce que je pense qu'on ne peut évidemment pas, à partir du moment où on a connaissance de ces situations, et même s'il est difficile de trouver des places, je pense qu'ici, il s'agit d'un impératif catégorique au sens kantien du terme. On ne peut pas laisser en fait des personnes vivre sans soins et parfois, je vous dis, mourir en fait privées de tout accompagnement. C'est vraiment indigne de la capitale de l'Europe. Le site La Forêt prétend qu'elle bénéficie d'un agrément, ce n'est pas le cas, mais quels sont les dispositifs pour lutter contre les fausses déclarations d'agrément de certaines structures? Quels sont les mécanismes de contrôle et de sanctions existants? Alors, j'ai quelques questions de la part de mon collègue M. Icasban qui souhaitait se joindre à toutes ces questions. Quelles initiatives avez-vous pu prendre, Monsieur le Ministre, durant votre mandat pour mettre fin à cette zone d'ombre que vous avez vous-même évoquée? Est-ce que vous avez pris connaissance donc, de l'article publié par la RTBF? Vous avez, je pense, mentionné un nouvel outil juridique pour sanctionner les dérives. On aimerait beaucoup vous entendre là-dessus. Des tentatives de formation ont-elles été proposées aux personnes travaillant dans les structures d'hébergement non agréées? Quelles mesures concrètes ont été prises éventuellement depuis l'enquête de la RTBF? Et enfin, des clients, des patients, des bénéficiaires, on ne sait pas trop comment il faut les appeler, de ces maisons pirates, ont-elles déjà pu être relogées dans des conditions plus dignes, c'est-à-dire dans une structure agréée? Si c'est le cas, combien de personnes? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Vincel. Madame Bitici, la parole est à vous. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, donc, une enquête de la RTBF met en lumière une réalité alarmante sur la croissance du business des maisons pirates à Bruxelles. Ce problème retrouve son origine dans le manque de place dans les institutions psychiatriques et les structures d'accueil également pour personnes en situation de handicap notamment. Certains en profitent pour louer donc des logements insalubres à des prix exorbitants et il est question ici d'un réel business de la misère où la situation de la vulnérabilité des locataires est utilisée. Les victimes sont principalement des personnes sans papier, isolées, des familles précarisées, contraintes d'accepter des conditions inhumaines par faute d'alternatives. Ces logements présentent donc des défauts graves d'insalubrité. Les familles de victimes dénoncent également une absence totale de surveillance et les résidents sont donc livrés à eux-mêmes.
Le suivi médical est également bancal et les témoignages rapportent que la prise de médicaments n'est pas contrôlée, tandis que les maladies contagieuses prolifèrent. D'après Bruxelles, une quinzaine de maisons pirates existeraient à Bruxelles et c'est un chiffre cependant qui est sous-estimé d'après eux. Une travailleuse sociale a rapporté également que les hôpitaux psychiatriques eux-mêmes enverraient les patients dans ces structures non agréées. L'étude affirme également que ce centre serait financé par des CPAS via les allocations des résidents qui n'ont pas les moyens de payer donc eux-mêmes. Vivalis a également confirmé que les leviers juridiques pour contrôler ces maisons étaient quasi inexistants, voire totalement inexistants. L'administration a cependant précisé que les autorités bruxelloises travaillaient à l'établissement d'un outil juridique commun pour justement contrôler, mais aussi sanctionner les dérives. Dès lors, j'aimerais donc vous poser les quelques questions suivantes qui s'ajoutent à celles de mes collègues. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le travail mentionné par Vivalis pour contrôler ces centres? Pouvez-vous également confirmer ou infirmer l'information selon laquelle les hôpitaux psychiatriques dirigent eux-mêmes les patients vers ces structures? Quelle collaboration est faite avec les autres niveaux de pouvoir pour endiguer ce phénomène? Est-ce que vous confirmez les chiffres donnés par Bruxelles et quelles sont les estimations de Vivalis sur le nombre réel des maisons pirates à Bruxelles? Quel suivi est fait sur les patients sortant de ces structures, notamment pour ceux menacés de finir à la rue? Et finalement, comment expliquez-vous que Bruxelles soit autant en retard sur la prise en charge de la situation comparée aux autres régions? Je vous remercie d'avance de vos réponses. Merci Madame Vitici. Pour finaliser avec l'intervention de Madame Lange, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Et tout d'abord remercier les collègues d'avoir mis cette question, cette demande d'explication ici aujourd'hui. Depuis l'enquête de la RTBF, le terme maison pirate s'impose. Des structures d'hébergement non agréées jusqu'à 2 000 € par mois où vivent des personnes vulnérables, des personnes souffrant de troubles psychiatriques, des maladies chroniques ou en situation de handicap ou de dépendance. Les témoignages sont édifiants, des conditions indignes, hygiène dégradée, absence de contrôle et distribution non sécurisée des traitements. Le problème est double, d'abord juridique, tout est permis sauf ce qui est interdit en Belgique et ni la COCOM, ni la COCOF, ni la VGC n'interdisent explicitement d'exploiter ce type de lieu sans agrément. Le seul garde-fou reste le droit pénal. Ensuite, institutionnel et humain, il y a une ordonnance du 23 novembre 2023 sur le MSP qui devait créer un véritable levier de contrôle qui a vu son entrée en vigueur reportée d'1 an. Entre-temps, des personnes continuent d'y vivre, souvent sans soins, parfois sans droit. S'y ajoute une difficulté majeure, l'ordonnance MSP ne vise que les patients psychiatriques chroniques, alors que le terrain est fait de parcours mixtes, handicap, vieillissement, troubles mentaux, précarité. Sans moyens supplémentaires, le risque est réel de mettre des gens à la rue ou de voir les gestionnaires se déclarer unicommunautaires pour contourner la COCOM. Et comme souvent, ce sont les CPAS qui se trouvent en première ligne, tandis que Fait d'Asile exclut les personnes sans titre de séjour. Dans ce cadre, voici nos questions. Confirmez-vous la date et les motifs du report d'1 an de l'ordonnance de 2023? Quelles sont les conséquences concrètes sur la capacité de contrôle de la COCOM? Comment la COCOM compte-t-elle prendre en charge les profils hybrides à la frontière du handicap, du vieillissement et de la santé mentale? Envisagez-vous un statut d'hébergement mixte ou un cadre élargi pour éviter les transferts absurdes et les ruptures de prise en charge? Confirmez-vous qu'aucune interdiction explicite n'existe aujourd'hui pour ces structures non agréées? Quelle base légale permet d'agir dès à présent et quelles coopérations sont engagées avec la COCOF et la VGC, et la région bruxelloise et le fédéral? Quelles modalités concrètes sont en place pour les visites, les enquêtes et les sanctions? Un protocole d'intervention multi-acteurs est-il déjà opérationnel?
Et enfin, quels critères précis permettent de déterminer qu'une maison pirate relève bien de la COCOM? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci bien, Madame Lange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour votre réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à tous et tous pour vos questions. On partage vos soucis et vos questionnements par rapport à ce phénomène, un phénomène qui n'est pas neuf. J'ai eu l'occasion moi-même, dans des vies bien antérieures et avant de faire de la politique, en tout cas ici au Parlement, d'animer des débats là-dessus il y a plus de 15 ans. Les rapports de la Strada à l'époque, qui sont devenus Bruxelles sur les CHNA, et les recommandations issues de groupes de travail qui avaient été élaborés sur cette question datent de plus de 12 ans maintenant. Donc la question des CHNA, elle n'a rien de neuf. Hein. Je veux dire, c'est parce qu'il y a eu un reportage TV maintenant, il y a un certain nombre de choses dans les communes, mais ce phénomène est existant dans les mêmes termes depuis plus de 15 ans. Il faut juste qu'on ait bien ça en tête. Ça ne relativise pas la problématique, elle est bien réelle, mais je dis juste qu'elle existe depuis fort, fort, fort longtemps, et en tout cas plus de 15 ans. La problématique de structure non agréée ne peut pas être rencontrée malheureusement par des solutions simples comme les forcer à entrer dans un agrément. En effet, les dispositifs réglementaires existants visant à encadrer des situations bien précises avec un champ d'application défini, qu'il s'agisse du secteur des maisons de repos, du handicap, de la santé mentale ou du sans-abrisme notamment. On ne peut pas dire simplement à un CHNA « vous êtes une maison de repos, vous êtes une IHP et vous devez répondre à l'agrément ». Ça ne fonctionne pas, ça. C'est juste inopérant. Sinon, je pense qu'on l'aurait déjà fait depuis 15 ans. Pas seulement moi, mais mes prédécesseurs et les administrations. L'hétérogénéité des publics accueillis par les structures non agréées rend complexe le rattachement à un cadre juridique existant. Je vais y revenir. L'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et l'insertion des personnes sans abri a effectivement permis d'encadrer un ensemble de projets, dont plusieurs financés par des subsides facultatifs. À la suite de l'adoption de cette réglementation, une cinquantaine d'institutions d'accueil et d'hébergement ont introduit une demande d'agrément. Elles s'inscrivent désormais dans un cadre défini, précisant leur mission, capacité d'accueil et les soumettant à des contrôles et inspections réguliers. Mais cette ordonnance s'applique exclusivement aux services qui répondent aux missions qu'elle énumère, l'ordonnance. D'autres publics que celui du sans-abrisme sont concernés par la question. Par ailleurs, toutes les structures d'hébergement non agréées comme les CHNA ne peuvent être mises sur un pied d'égalité. Certaines présentent un fonctionnement, on va dire, suffisamment sécurisé pour les personnes et d'autres sont par contre problématiques, voire très problématiques. Les acteurs de terrain du champ social et de la santé déclarent collaborer avec des CHNA, c'est vrai, mais parfois cette collaboration n'est pas réellement problématique. C'est un autre aspect du problème, leur existence résulte souvent d'un manque de place dans certains secteurs ou encore de la difficulté d'accès pour des personnes qui présentent des profils complexes et qui cumulent plusieurs problématiques qui ne répondent donc pas toujours aux critères d'admission des institutions agréées. C'est une réalité préoccupante qu'il va falloir adresser et qui dépasse les CHNA. Elle touche par exemple à la définition des publics IHP. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on fait évoluer les choses? C'est une véritable question, mais c'est une question politique. En ce qui concerne l'adoption d'une base légale, Vivalis coordonne actuellement un groupe de travail interadministratif avec Iriscare et la COCOF. Ce groupe va adopter une approche progressive visant à intégrer ces structures dans un cadre légal en tenant compte des réalités de terrain. Mais là encore, l'affaire n'est pas simple. La Wallonie va avancer dans cette direction. Elle doit modifier son décret parce que ça ne marche pas. Et donc, on essaie de voir aussi ce que nous disent nos collègues wallons et comment on pourrait adapter le cadre législatif pour être sûr que ça oblige ces structures à rentrer dans ce cadre. Il faut qu'il soit suffisamment englobant et en même temps léger que pour pouvoir obliger les institutions à rentrer dans ce cadre. Un cadre qui devrait être à la fois en COCOM et en COCOF. Et si possible du côté de la Vlaams-Koningskap aussi, tout simplement parce que sinon un CHNA peut dire « Ah ben non, mais moi je suis monocommunautaire, je ne rentre pas dans le champ d'application. » C'est ce que vous avez dit, Madame Lange. Donc il faudra un décret ordonnance conjoint pour avancer. Ce travail est sur le métier pour le moment, mais il faut le faire de manière intelligente. Je vous dis, les Wallons sont en train eux-mêmes de réfléchir à modifier leur propre législation qui n'a pas fonctionné ou qui fonctionne de manière insuffisante.
Les services chargés du contrôle des institutions d'accueil et de soins ne disposent pas des moyens juridiques nécessaires pour imposer des obligations, même minimales, aux structures concernées. Dans le cadre juridique existant, les actions de contrôle ne peuvent être menées qu'en référence à des normes clairement définies, applicables à des institutions agréées relevant d'un champ d'application déterminé. Lorsqu'une structure n'a introduit aucune demande d'agrément et qu'elle ne relève d'aucune base réglementaire, il n'y a pas de levier juridique spécifique qui existe pour encadrer son fonctionnement. Néanmoins, les CHNA, en tant que structures qui offrent un hébergement, qui emploient du personnel, sont évidemment soumises à des obligations, d'autres obligations générales, en matière d'hygiène, de sécurité, de respect du droit du travail, de respect du droit pénal, de l'ordre public, de la législation sociale. Enfin, c'est des boîtes et des employeurs, quoi. Et donc, ils sont soumis à des législations. Sur l'alimentation, ils sont soumis aux réglementations sur l'alimentation, etc. Il y a l'AFSCA qui peut descendre, des choses comme ça. Donc il y a quand même une multitude de réglementations qui s'appliquent comme à n'importe quelle, je dirais, organisation. L'administration de la COCOM n'est cependant pas restée inactive sur ces questions. En l'absence d'un rattachement explicite à la communauté française ou à la communauté flamande, des plaintes relatives à ces institutions sont adressées par défaut, entre guillemets, à la COCOM. Les services d'inspection participent à des visites de contrôle dans les CHNA, souvent à la demande des communes et en fonction du profil des publics accueillis. L'accès à un CHNA ne peut se faire de manière arbitraire, il faut une motivation légitime. Il y a des acteurs qui disposent du pouvoir d'imposer une visite de contrôle. Les bourgmestres, pour des raisons de salubrité, mise en danger, ou via les services d'urbanisme ou de protection incendie, et un certain nombre de visites se sont passées dans ce cadre-là, en articulant les services bourgmestres et police et Vivalis pour faire des visites de terrain. Ça a été le cas dans plusieurs communes et rentrer dans les CHNA. Puis il y a aussi les CPS qui doivent vérifier les lieux de résidence de leurs bénéficiaires, bien que ça puisse être compliqué d'appliquer ce principe, mais en tout état de cause, s'il y a une visite dans le cadre de l'inspection ou de l'instruction sociale d'un dossier par un CPS sur un bénéficiaire de revenu d'intégration qui loge ou qui réside dans un CHNA, en fait, évidemment, le CPS rentre dans le CHNA. Les visites conjointes sont organisées à la suite de plaintes relayées par les autorités locales. Il y en a déjà eu avec des agents communaux, des inspecteurs de l'hygiène, inspecteurs du travail et d'autres services concernés. Les rapports sont alors transmis à l'ensemble des partenaires ainsi qu'au bourgmestre, aux gestionnaires de la structure et aux différents ministres compétents, quel que soit le niveau de pouvoir. Suite à des visites de contrôle, on a déjà eu des structures qui ont exprimé leur intention de demander un agrément auprès de pouvoirs publics, mais là, ils doivent alors rentrer dans la case de l'agrément. Et la plupart des CHNA ne sont dans aucune case, ne sont pas des maisons de repos, ne sont pas des IHP, ce ne sont pas des centres d'accueil qui rentrent dans l'ordonnance sans abri. Mais voilà, certains veulent rentrer dedans néanmoins. Les rapports d'inspection fournissent différents éléments sur le nombre et le profil des personnes accueillies, sur le personnel, sur les lieux, sur les questions de sécurité. Et je l'ai dit, toutes les administrations sont au courant. Les CHNA, Forêt et Duden font l'objet d'une inspection. Les rapports correspondants ont été transmis, y compris aux bourgmestres concernés. L'administration a invité les structures concernées à se mettre en conformité, soit en introduisant une demande d'agrément, soit, le cas échéant, en mettant un terme à leurs activités, si elles relèvent de compétences de la COCOM. J'ai vu, moi, la conférence des bourgmestres hier sur ces différentes questions. On leur a expliqué l'état de la situation. Rappelez aussi qu'une décision de fermeture, à ce stade, relève exclusivement de la compétence du bourgmestre, seul habilité à prendre ce type de mesures dans le cadre des législations actuelles. Et il peut le faire pour des raisons de salubrité ou de sécurité, par exemple, même si on sait qu'a priori, ce qu'on veut, c'est éviter la fermeture, mais améliorer la qualité de l'accueil et faire en sorte que les gens soient correctement traités en fait, dans ces structures d'accueil. C'est ça l'objectif, évidemment. Et donc de mettre pression sur les gestionnaires des structures, avec la police, les autorités locales et les autorités régionales, faire pression pour qu'un niveau de qualité suffisant soit atteint. Sur le nombre de CHNA présents sur le territoire bruxellois, il n'y a pas un cadastre centralisé, mais en tout cas, il doit y en avoir 5 ou 6. Le dernier rapport Strada, qui a donc 12 ans, lui, parlait de 10 à l'époque. Mais donc là, pour le moment, on serait aux alentours de 5-6, mais avec toute la prudence requise autour de ce chiffre, puisqu'on n'a pas de cadastre officiel. Mais il y a une des ambitions du groupe de travail duquel j'ai parlé, interadministration, COCOM, COCOF,
c'est d'établir un état des lieux actualisé des CHNA pour connaître le nombre, mais aussi le profil des personnes accueillies, le nombre de personnes hébergées, le type de suivi proposé, etc. etc. Et donc oui, on va continuer à travailler sur une ordonnance complémentaire. Ce travail est en cours. Avec la conférence des bourgmestres, on s'est mis d'accord sur des modalités, comment dirais-je, de coopération par rapport à la rédaction de ce texte et d'essayer de faire en sorte que les bourgmestres les plus directement impliqués puissent avoir un œil sur le texte avant même le passage en première lecture, essayer de passer en première lecture dès janvier 26 ou tout début 26, et puis un avis à Brulocalis pour que Brulocalis dans son ensemble puisse donner son avis de manière tout à fait officielle après le passage en première lecture et avant donc une deuxième et une troisième lecture, et puis un renvoi du texte vers le Parlement où il y aura encore bien entendu des débats. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur De Patoul, je vois que vous voulez intervenir. Je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Alors effectivement, c'est complexe, je le comprends. Ce que je retiens, c'est que le bourgmestre a une compétence quand même, vous me l'aviez déjà dit en question d'actualité, mais c'est bien de le rappeler, a une compétence pour agir sur tout ce qui est salubrité par exemple, etc. etc. Alors j'entends que vous vous occupez de la question, je suis un peu mitigé parce qu'évidemment j'aimerais que ça aille plus vite. Je vous engage à aller le plus vite possible. J'entends en première lecture janvier 26, bon l'air de rien on y est bientôt, donc ça avance. Parce qu'effectivement, il faut des responsables par rapport à ces questions. Vous me dites, et ça je ne le savais pas, que ça fait 15 ans, qu'il y a 15 ans on en parlait déjà, et je me dis, mais quelle faillite du monde politique finalement. Quand on voit les témoignages, quand on regarde les images qu'on a eues, qu'on entend les témoignages de personnes qui ont vécu là-dedans, eh bien c'est de l'exploitation de la misère humaine, c'est dégueulasse, et on est à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, et on se dit comment est-ce que c'est encore aujourd'hui possible. Toutes ces personnes, et moi ça me révolte aussi, toutes ces personnes qui sont dans ces résidences, ben, elles sont solvables en fait. Elles sont solvables, alors souvent elles n'ont pas beaucoup de moyens, c'est des petits revenus, ce sont des personnes qui ont des problèmes, mais elles payent ces résidences. Elles le payent souvent avec de l'argent public, le CPS, le chômage, tout ce que vous voulez, et donc le public cautionne finalement ce système depuis des années comme vous le dites. Nous à Woluwe-Saint-Pierre, le CPS a envoyé des personnes dans ces résidences en toute connaissance de cause jusqu'en 2020-2022 pendant le Covid, et c'est là que ça a pété, parce que les personnes se sont plaintes enfin. Mais on envoyait les personnes dans ces résidences. Il y a des instituts psychiatriques qui conseillent à des personnes d'aller là parce qu'en fait ils ne savent pas où les renvoyer. C'est ça le problème. Alors pour revenir un peu à la compétence du bourgmestre rapidement, je n'ai pas eu la réponse à ma question sur le courrier que Vivalis a renvoyé à la commune. Je ne sais pas si j'ai le droit d'avoir ces réponses sur la question de l'encadrement par rapport précisément à la résidence La Forêt. Est-ce que c'est jugé suffisant ou pas? Puisque nous, on n'a pas accès, cette résidence est fermée, les services sociaux ne peuvent pas rentrer dans cette résidence, on les en empêche et donc on ne sait pas ce qui se passe. On me dit par exemple qu'il n'y a pas assez de douches pour le nombre de personnes. Moi, je constate des fenêtres cassées depuis des jours et donc on se pose des questions. Et enfin, pour terminer, Madame la Présidente, moi je me réjouis quand même que l'ensemble des partis ici, et en particulier ceux qui sont engagés dans les négociations pour un futur budget, se préoccupent de cette question et feront certainement attention à préserver les budgets dans tout ce qui est santé mentale, parce que le problème il est là aussi, on n'a pas assez de place, le public ne met pas assez de place à disposition, et donc ces personnes se retrouvent sans solution, et il y a des personnes qui en profitent. Merci Monsieur de Patoul. Madame Vincel, la parole est à vous. Oui, merci Madame la Présidente, mais je partage évidemment beaucoup de réflexions qui viennent d'être dites par mon collègue. Il ne me semble pas avoir reçu de réponse à ma question qui était de savoir comment s'était déroulée l'inspection qui avait été réalisée par vos services concernant la forêt en particulier, parce que c'est vrai que c'est celle qui se trouve sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre. Alors, c'est vrai qu'on peut se réjouir en fait qu'un cadre légal soit créé. Il y a deux façons de voir les choses, le verre à moitié vide ou à moitié rempli. Voilà, à moitié rempli. Content de savoir que ce cadre va être créé, le verre à moitié vide, 15 ans pour en arriver là, mais combien de situations en fait, de détresse auraient pu être évitées si on avait pu intervenir plus rapidement. Et ce qui est fou, c'est que comme mon collègue de Patoul l'a dit, c'est qu'on est censé ici se battre pour préserver la santé au sens large, hein, selon la définition de l'OMS des citoyens bruxellois, de tout un chacun, et finalement, alors qu'on prétend faire ça, on envoie en connaissance de cause des personnes, en fait, dans ce genre d'endroit. Pour moi, il y a une dimension pénale, en fait. Pour moi, il
il y a un aspect qui correspond à la traite d'êtres humains, vraiment. Donc voilà, je me demande si quelque part, il n'y a pas certaines résidences qui pourraient être pénalement poursuivies, en tout cas les exploitants, pour ce genre d'attitude. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une zone grise, mais voilà, quand ça tombe dans le champ du pénal, il me semble qu'il faut pouvoir fermer d'office. Je constate qu'il n'y a quasiment pas de fermeture, en fait, de ce genre de structure, et donc je ne sais pas très bien où a mis le curseur, mais à un moment donné, je pense que la région doit quand même clarifier ce qu'elle veut pour ses habitants. Ça me paraît être une urgence, effectivement. Merci, Madame Vincel. Madame Liticci, à vous la parole. Oui, alors mes collègues ont déjà cité pas mal de questions importantes, donc simplement pour ajouter que je m'en rends compte en fait encore plus que toutes ces dérives que nous venons de dénoncer ici prouvent à quel point cette question sensible est importante pour notre région et que ces conditions de vie inhumaines sont totalement inacceptables, encore plus maintenant en 2025 dans la capitale de l'Europe, comme vous l'avez dit vous-même, et que je suis persuadée qu'il faut absolument avoir plus de contrôle, mais aussi un encadrement concret justement de ces structures-là. Mais il faut aussi mieux guider ces personnes qui se trouvent dans des situations dégradantes, inhumaines, très compliquées, mieux les guider donc vers d'autres alternatives peut-être agréées, malgré toutes ces difficultés rencontrées que vous avez aussi mentionnées lors de votre réponse. Donc j'espère réellement que nous allons évoluer vers ces quelques pistes de réflexion-là pour l'avenir. Merci. Merci bien, Madame Liticci. Madame Lange, à vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Alors, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas reçu de réponse, mais je réintroduirai une question écrite pour recevoir les réponses à celle-ci. Je pense effectivement, et je salue votre engagement pour rédiger l'ordonnance conjointe. Je pense que c'est essentiel d'avoir un cadre pour justement éviter ces situations inhumaines. Et je salue également la notion de dire qu'il faut améliorer la qualité d'accueil plutôt que de fermer les centres, les lieux. Et je pense surtout que dans ce cadre-là, il est aussi important de pouvoir accompagner ces lieux-là pour mettre leurs lieux aux normes de notre région et pour qu'ils puissent accueillir effectivement les personnes dignement, parce qu'on sait qu'à Bruxelles, on manque encore toujours de places d'accueil pour ces personnes vulnérables. Merci bien, Madame Lange. Monsieur le Ministre. Mais donc, sur les rapports, etc., ils ont été transmis au bourgmestre, en tout cas, les rapports d'administration. Moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est qu'a priori, s'il y avait eu des personnes directement en danger, les lieux auraient été fermés. Je veux dire, il y a là quand même une responsabilité des pouvoirs publics, et y compris des bourgmestres. Or, les lieux sont restés ouverts. Mais il y a une pression, évidemment, exercée sur les lieux pour essayer de faire en sorte qu'au maximum, on améliore le niveau de la qualité de l'accueil, bien légitimement. Je suis aussi effrayé que vous par le fait que des gens se fassent beaucoup d'argent dans ce business. Mais voilà, ça c'est du jugement, je dirais, moral. En termes de pouvoir public, ce qu'on doit faire au maximum, c'est s'assurer que personne n'est maltraité et personne n'est mis en danger, quoi. Ça, c'est la base, quoi, vraiment. Et c'est la responsabilité de l'ensemble des pouvoirs publics. Et d'abord aussi des bourgmestres. Mais donc voilà, il y a des actions qui ont été prises, il y en a d'autres qui vont continuer à l'être. Personne n'a trouvé la solution. Je vous dis, en Wallonie aussi, ils ont légiféré. On avait déjà mis des bouts de législation ou d'idées dans l'ordonnance sans-abri, mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut vraiment un décret ordonnance conjoint, un truc spécifique suffisamment large pour essayer vraiment de capter et une obligation, on peut y arriver à inscrire une obligation légale de respecter des prescrits minimaux dès qu'on accueille ce type de public. Eh bien, ce n'est pas facile à écrire, en fait. Et c'est pour ça que la Wallonie doit réécrire son texte. Et si je peux me permettre, peut-être qu'il y a un peu d'inspiration à tirer de la Flandre. Non, enfin, je veux dire que je sais qu'il y a eu effectivement du travail là-dessus. Mais en tant que présidente, je n'ai aucune opinion là-dessus. Monsieur de Patoul, vous avez encore 1 minute pour clôturer. D'accord. Madame Vincel,
Ce qui clôture autant l'incident que la commission. Ik wil u allemaal hartelijk danken dat u vandaag bent gekomen et vous informer de façon informelle que effectivement on a eu quelques demandes de visite. Je suis vraiment navrée que cette semaine-ci, parce que notre secrétaire est inattendument pas disponible pour des raisons sérieuses, personnelles, que je n'ai pas pu vous informer davantage. Je vais le faire aussitôt que possible, je vous le promets. Voilà.